Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Level Up. On va discuter aujourd'hui de la génération d'images par intelligence artificielle. La vidéo est basée sur une présentation qu'a fait Carole lors d'un apéro SEO qui a eu lieu il y a quelques mois à Marseille, où elle a présenté sa R&D, ses résultats, et elle m'a demandé de m'occuper de transformer cette presse en vidéo, donc nous voilà. Le titre de la presse, c'est Mon photographe préféré est une intelligence artificielle. On va mettre au clair un truc tout de suite, c'est qu'évidemment c'est un titre un peu clickbait. Il n'est pas possible de remplacer un vrai photographe par une IA, mais on est capable de produire des images de très bonne qualité qui suffisent pour nos besoins qui sont principalement de l'édition de site. On va vous faire un passage par un projet particulier qu'on a en interne et qui nous sert à faire de la R&D et j'espère que ça va vous plaire. Level Up, c'est une agence où du coup on fait du code axé autour de l'IA avec un twist entre guillemets quand même. On est beaucoup basé sur tout ce qui est innovation digitale et notamment la recherche de sens au travail. Donc on essaye d'automatiser le plus d'actions à faible valeur ajoutée possible pour qu'on ait des journées les moins chargées, les moins chiantes possibles et qu'on fasse les trucs les plus intéressants. Pour faire ça, évidemment, vu qu'on n'est pas 5 ans dans l'agence, il faut qu'on fasse beaucoup de R&D. Et donc, c'est les fruits de cette R&D qu'on vous partage aujourd'hui. Alors l'IA, on s'en sert pour plusieurs choses. L'édition de site, évidemment, pour de la rédaction, de la création d'images. On s'en sert aussi dans nos process internes, où on a par exemple des outils qui permettent de faire de la veille concurrentielle, aussi bien sur le marketing que sur les sujets qu'on édite sur nos sites. Et on a aussi des projets en interne à l'agence, dont un projet qui s'appelle Nae Dojo qu'on va vous présenter, qui est un jeu. Et c'est Carole qui s'occupe de tout ça, en fait, tout simplement parce que Carole est très patiente et elle a une patience d'ange. Que les prompts pour arriver à quelque chose avec de l'IA, ça se travaille longtemps. On voit souvent des gens faire des prompts en 2 lignes, du style rédige-moi un article sur le sujet X. Et bon, après ils se plaignent de la qualité de la sortie, mais c'est bien évident parce que du coup, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Et on va détailler aujourd'hui tout ce qu'on doit faire dans ces prompts, justement, pour avoir quelque chose qui tienne la route et qui permette d'avoir des images qui sont directement exploitables. Donc, comme je vous le disais, je vais vous parler de Naidojo. Alors, Naidojo, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de combat de cartes à collectionner dans un univers Heroic Fantasy. Les cartes sont générées au fur et à mesure que les joueurs utilisent la plateforme. Et on prévoit à peu près 3000 cartes au lancement. Carole a passé un été entier à bosser sur ce truc. C'est un projet qui nous sert de fil rouge sur lequel on fait principalement de la R&D. On ne sait pas si ça sortira un jour et si on aura un prototype, etc. Ça demanderait un travail colossal pour arriver à avoir un produit qui soit vraiment fini, vraiment utilisable, mais on a quand même des versions de test sur nos téléphones qui nous permettent de se fighter un peu de temps en temps et ça nous permet d'avancer, ça nous fait un fil rouge sur lequel on a des applications concrètes de notre R&D aussi et immédiates et sur un projet qui est quand même assez gros, ce qui nous permet de tester les limites de ce qu'on fait parce que sortir une image ou deux avec de l'IA, c'est extrêmement facile. Par contre, d'en sortir 3000 qui soient vraiment exploitables dans un jeu, c'est déjà une autre histoire. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a commencé sur Midjourney. Donc, je parle un peu de Nae, puis après, je vous explique. Il y a un fil rouge, hein, du coup, je vous explique comment on a commencé à bosser et après comment est-ce qu'on a passé ça, comment est-ce qu'on a passé le cap de faire de l'édition de site avec plus ou moins la même méthodologie. Donc, on a commencé sur Midjourney. Carole était contente parce que ça nous permettait d'avoir déjà des images à mettre sur les cartes et du coup ça a donné vie, ça a donné vie au personnage et ça nous a permis de capter un peu l'ambiance du jeu qu'on essayait de monter. Midjourney avait un style un peu trop cartoon. Quand on le laisse faire, en gros, il part sur un délire un peu cartoon, dessin à la main, donc c'est très joli et ça remplissait déjà bien. Mais c'était pas ce qu'on voulait parce qu'on voulait un jeu avec un lore un peu lourd, style Donjons et Dragons, quasiment Warhammer. On voulait pas un truc axé enfant entre guillemets. Donc on avait des styles qui n'étaient pas vraiment consistants d'une génération à l'autre, donc même avec des prompts précis sur ce point, il lui arrivait toujours de nous générer par exemple les images avec les contours épais, donc ça fait très joli, mais c'est pas ce qu'on voulait. Mid-journée, on a rapidement abandonné l'idée de l'utiliser pour la bonne et simple raison que leur politique de n'être dispo que par Discord, c'est rapidement saoulant parce qu'on veut quelque chose qui soit automatisable et réplicable. Alors oui, ça peut se contourner, il y a plein de scripts qui permettent d'automatiser des bots pour aller discuter avec le bot de mid-journée pour récupérer les images, etc. On l'a fait, mais c'est contraire aux conditions d'utilisation de mid-journée et peut-être aussi de Discord, et donc c'est un coût à être pas pérenne. Donc exit. On n'a aucune envie de devoir se battre avec les gardiens de la paix sur le site qui vont nous dire
qui vont bloquer les comptes, qu'il va falloir recréer, changer les clés à payer, etc. C'est pas du tout comme ça qu'on a envie de bosser. On voulait un truc pérenne. Donc on a switché sur scenario.com, qui est un truc qui du coup est beaucoup plus spécialisé dans tout ce qui est Heroic Fantasy, jeux de rôle, jeux vidéo. Donc on a des modèles qui sont préentraînés. On peut choisir, on peut faire des modèles composés en choisissant plusieurs modèles et en leur donnant des points. Du coup ça donne un contrôle vachement plus précis sur le style des sorties. Et donc on était déjà bien mieux. On en tire un premier conseil. Quand vous avez des besoins particuliers, essayez de trouver un modèle ou un outil qui soit déjà préentraîné et qui soit un peu plus spécialisé dans votre besoin. Là encore, on avait quelques soucis de style qui n'étaient pas toujours consistants, comme par exemple les images qu'on a mis là. Bon, ben, celle de gauche, le chevalier, elle est un peu plus réaliste que celle de droite qui font un peu plus dessin. Donc on était déjà bien mieux, mais on avait encore un peu de problèmes. Et on avait des sorties qui n'étaient pas bonnes sur certains modèles qui étaient biaisés par les données d'entraînement. Par exemple, les trolls ont absolument un côté humanoïde qu'on ne voulait pas garder. On dirait un peu des orques de Tolkien, etc. Mais c'était très compliqué de le faire dériver de ça. Les femmes naines ont des têtes d'humaines avec des barbes, systématiquement. Et quand on demande une femme humaine ou une femme elfe, on a automatiquement un personnage qui est hyper sexualisé et c'est absolument pas ce qu'on voulait. En gros, on lui demandait de nous faire Brienne de Game of Thrones et on se retrouvait avec Sailor Moon en string. Donc, pas possible. En parallèle de ce boulot-là, on a commencé à bosser sur le lore du jeu, donc à expliquer les races, les classes, les factions, la géographie, les mythes et légendes, et à vraiment créer un univers entier pour asseoir notre production dans un truc un peu concret. Et une fois qu'on avait cet univers, ce contexte étendu, on s'est dit qu'on allait refaire un tour, qu'on allait refaire une passe sur les différents outils pour voir lesquels on pourrait utiliser ou pas. Et du coup, Carole s'est dit qu'elle allait faire une vraie passe exhaustive en reprenant aussi des outils qu'on avait potentiellement éliminés de base. Elle s'est retrouvée avec une énorme surprise sur Dali, qui du coup, bon, c'était contre-intuitif parce qu'au départ, on le considérait un peu comme un gadget et c'était pas censé être un modèle qui était très puissant pour faire des images précises. En gros, l'avantage principal de Dali, c'est qu'il est intégré à ChatGPT, que du coup, beaucoup de monde y a accès et qu'on peut, dans un chat, lui faire corriger des choses, etc. Et donc, en rebossant les prompts et en lui donnant le lore dans un GPT custom et dans un assistant, on a réussi à lui faire sortir, enfin, des trolls qui avaient la tête qu'on voulait, des elfes qui vivaient dans les forêts, des humains qui avaient des armures abîmées, des gobelins qui avaient des têtes de méchants. Et au niveau des femmes, on a réussi à avoir des femmes qui étaient belles. Hein, du coup, celle du milieu, par exemple, là, qui est la voleuse humaine, je la trouve juste magnifique. Et on a aussi des contextes qui permettent, vu qu'il a accès au contexte entier, il a repris les lieux et les ambiances où étaient censés se situer les personnages. On a pu lui donner aussi des indications sur les matériaux à utiliser. Par exemple, pour les tenues et les armures, on veut principalement du cuir, du tissu, du bois, un peu de métal. Quand c'est du métal, il faut souvent qu'il soit abîmé, qu'il soit un peu vieilli, puisque bon, il n'y a pas de raison qu'ils aient tous des armures flambant neuves. Et donc, on a réussi à avoir des tonnes et des tonnes de photos qui étaient directement exploitables. Donc, on a compris à partir de ça que le lore était ultra important et que du coup, il faut absolument donner du contexte à l'IA. Il y a des mots qui résonnent en termes d'image dans notre tête et sûrement aussi dans celle de l'IA, puisqu'elle est entraînée sur sur des corpus du monde réel. Par exemple, si je vous dis un combattant avec une épée laser, ben vous allez partir sur un truc qui peut-être va ressembler à l'image de gauche. Si je vous dis un Jedi, vous voyez directement l'image de droite. Ça marche pareil avec les IA. Donc on va revenir après sur... il y aura des exemples plus précis évidemment après. Mais en gros l'idée c'est que le plus important c'est pas forcément le modèle qu'on utilise, c'est vraiment les données qu'on arrive à lui donner et l'intention qu'on lui explique. Puisqu'une IA ne peut pas avoir de volonté propre. Donc il faut absolument qu'on lui dise ce qu'on attend de la photo pour qu'on arrive à un résultat qui correspond à ce qu'on avait un peu en tête au départ. Donc, Carole, du coup, a généré plus de 3000 cartes, et puis après, elle a repris son poste habituel, qui était, du coup, d'éditer des sites, et donc, elle s'est rendue compte que les contraintes sur l'édition de sites n'étaient pas les mêmes. Par exemple, la génération d'osphères au fil de l'eau, avec le jeu, on peut se permettre d'attendre quelques jours pour avoir les 3000 cartes. Quand on génère un article, on ne peut pas se permettre d'attendre 3 jours pour avoir l'image, pour mettre l'article en ligne. Notamment si on veut faire des trucs un peu d'actu avec du Discover, etc., on est obligé d'avoir les images en quasi temps réel.
Ce sont des images réalistes, donc au contraire d'un troll ou d'un elfe, on ne peut pas se permettre d'avoir des doigts en trop et des bras surnuméraires, etc. Donc il faut qu'on arrive à un niveau de réalisme bien plus élevé que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. On a des soucis de censure, puisque du coup, par exemple, des tatouages sur une partie de corps dénudé, c'est compliqué à demander. Ça renvoie à Instagram, par exemple, qui censure les tétons de femmes et pas ceux d'hommes. Les images sous licence, c'est rarement possible. Bon, c'est pas pratique quand on a notamment des sites de cadeaux sur lesquels on suit l'actu des licences. Par exemple, quand on a demandé à Midjourney de nous faire quelque chose qui ressemblait à, pour illustrer un article sur Mario Kart, voilà avec quoi on s'est retrouvé. Alors, techniquement, oui, on comprend que ça parle de Mario Kart, mais c'est difficile de défendre qu'on va utiliser cette image en prod pour de vrai, qu'on va mettre ça en ligne et que ça va très bien se passer. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on repasse par une couche de R&D pour trouver un moyen de régler ces trucs-là. On a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Donc, les banques d'images gratuites, les Pexel, Unsplash, Pixabay, c'est vite limité quand on veut du volume. Les payantes, style Adobe Stock, bon, ben, c'est très quali, mais ça devient rapidement très cher. Et on a eu des soucis avec eux parce qu'ils sont surveillés par exemple par CopyTrack. Alors CopyTrack, je fais une petite digression, c'est une boîte allemande qui en gros surveille l'utilisation des photos qui sont sur Adobe Stock et qui vous tombe dessus par mail en vous disant que vous leur devez 300, 500, 800 euros en fonction du temps que la page a passé en ligne, du trafic qu'ils ont estimé, etc. Et ils sont censés défendre les droits du possesseur de l'image au départ, donc du photographe qui a pris l'image, etc. Je les ai eu au téléphone 2, 3 fois parce que ça devient rapidement un boulot à temps plein de leur envoyer des licences Adobe à longueur de journée, sachant que j'ai pas signé de contrat avec eux, donc en théorie j'ai rien à leur justifier. Mais quand on les a au téléphone, ils n'hésitent pas à menacer les gens en disant des trucs du style on a coûté des millions à des boîtes bien plus grosses que la vôtre, etc. Donc personnellement, ça m'a refroidi. Après, on a les IA classiques, donc les DALI, Stable Diffusion, Midjourney, tous ces trucs-là. Les résultats sont souvent pas bof, on a des bons résultats, mais qui sont inégaux. Donc, ben, ça bloque le pipe puisqu'on a besoin de faire des vérifications manuelles. Et comme je vous le disais en début de vidéo, la philosophie de la boîte, c'est pas de bloquer des trucs et de faire des vérifs manuels tout de suite parce que il faut lâcher ce que tu fais pour aller vérifier des images qui ont bloqué. Donc, c'est exit. Tout ce qui est outils de design, Canva, Figma, Photoshop, etc. Bon, bah, du coup, ça peut donner des résultats qui sont très bons, mais c'est pas vraiment automatisable. Designer ou photographe en freelance, bon, bah, du coup, c'est un peu cher pour quand le besoin, c'est uniquement de remplir des sites pour faire un peu de référencement et du discover. Et prendre nos photos nous-mêmes, bon, bah, on va arrêter de déconner tout de suite, c'est un métier un métier à part entière. On va pas forcément devenir photographe pour trouver des trucs pour illustrer des sites. Donc, bon, ben, mauvaise nouvelle, on n'a pas trouvé le Graal, et donc on est reparti sur de la R&D pour voir ce qu'on arrivait à faire. Bonne nouvelle, on a fini par y arriver, donc on a trouvé ce qu'il faut pour avoir de très bons résultats. Donc là, on va rentrer dans les conseils un peu plus concrets. Donc les résultats de la R&D, bien évidemment, le plus important, c'est le prompt, et du coup, on va détailler un peu tout ça dans les minutes qui viennent. Alors déjà, voilà le genre d'image qu'on sort aujourd'hui. Même si celles-là, du coup, elles sont brutes de décoffrage du mois d'octobre, donc elles ont un peu vieilli, mais elles sont encore tout à fait acceptables. La première chose à faire, c'est de parler de votre site. Comme on le disait tout à l'heure, l'IA n'a pas d'intention propre, donc il faut lui expliquer, est-ce que c'est un site qui parle comme à gauche de faire des sushis à la maison, où ça va être des conseils pratiques, ou est-ce que c'est un truc comme à droite qui parle d'un restaurant, où d'un coup on veut une déco un peu plus travaillée, un truc qui est une mise en scène qui fasse un peu plus pro, etc. Pour enfoncer le clou, vous pouvez demander à votre IA préférée de générer le prompt pour l'image en même temps que le prompt de votre article. En général, ça marche très bien. Et vous pouvez aussi lui demander de faire des trucs à l'intérieur de l'article. Où là, par exemple, donc, on a réglé le problème des images avec licence. Là, Mario Kart, ça ressemble beaucoup plus à du Mario Kart. Donc ça, je rougis pas de mettre ça en image à la une sur un article qui parle de Mario Kart. Et donc, il faut expliquer le but de l'image, sur quel site ça va et qu'est-ce qu'on est censé, à quel endroit on va l'utiliser. Et est-ce que c'est une image à la une? Est-ce que ça illustre un paragraphe? Est-ce que c'est censé renforcer la compréhension? Donc, on va vouloir graphique, schéma, des étapes illustrées, une image avant-après. Est-ce que c'est une image à la une qui sert à capter des clics et à attirer l'attention et à capter des clics, par exemple, dans Discover? Est-ce que c'est une image qui donne envie d'acheter un produit et de passer à l'action? Donc, on va mettre le produit en situation avec un focus sur un détail, ce genre de choses. Déjà, ça nous permet d'avoir des images reproductibles
qui ressemble soit à celle de gauche, soit à celle de droite en fonction de ce qu'on veut faire. Alors oui, sur celle de droite, il y a 2 sapins de Noël. Personnellement, je pense qu'on peut passer un quart d'heure sur l'image et pas s'en rendre compte. Quand elle passe dans un flux, je trouve pas ça dramatiquement gênant, quoi. Et après, du coup, pour augmenter la qualité des images, il faut qu'on lui donne des infos techniques comme si on parlait avec un vrai photographe. C'est-à-dire que si j'appelle un photographe en lui disant je veux que tu me reproduises cette image-là, je veux la même, je veux le même cadrage, le même type de personne, les mêmes settings. Bon, ben, la première chose que va faire le photographe, c'est réfléchir à la lumière, à l'ISO, au type d'appareil utilisé, au type d'objectif, à l'ouverture, aux sources de lumière, au point focal, à la composition de l'image. Et en fait, toutes ces infos-là, il faut aussi qu'on les donne à une IA pour qu'elle arrive à nous reproduire une image qui ressemble à quelque chose. Il ne faut pas hésiter. Donc ces infos-là sont quelque chose qu'on peut tout à fait faire générer par une IA. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que quand on finit l'article, on donne l'article à une IA en lui disant fais-nous maintenant le prompt pour l'image à la une et intègre toutes ces infos-là dedans pour qu'on ait des images qui ressemblent à ce que la première IA pensait, quoi. Un autre conseil, c'est d'utiliser de l'anglais sur les prompts. Là, par exemple, on a pris un article qui était en ligne. On n'a pas fait le même process que d'habitude, où du coup on lui a donné uniquement le titre de l'article pour voir si on arrivait à accélérer, à enlever une étape de génération, etc. Bon, des fois ça marche, des fois non. L'image de gauche, le prompt est en français. L'image de droite, le prompt est en anglais. Donc on voit directement que l'image... Alors le background est peut-être moins bien parce qu'on n'a pas le côté terrasse et trucs sympas, mais on parle du business des glaces. Il y a bien une main qui tient la glace alors que de l'autre côté elle est en suspens. Et ça nous arrive assez régulièrement d'avoir plus d'artefacts de création quand on fait des prompts en français qu'en anglais. Ça semble relativement logique puisque le français c'est 3% d'Internet alors que l'anglais c'est 60%. Donc une IA qui est entraînée sur des corpus tout venant est forcément beaucoup plus habituée à travailler en anglais. Et pire que ça, le français, c'est 3% d'Internet, mais avec de nombreuses cultures différentes, puisque du coup, c'est France, Canada, Belgique, Suisse, certains pays d'Afrique. Donc c'est un peu compliqué d'avoir un truc cadré. Pour info, l'image qui était sur l'article, qui était le business des glaces d'été, une analyse financière, l'image d'origine qui était sur l'article, c'était celle-là. Donc je pense qu'elle fait le job, il n'y a pas de souci. Mais on est quand même sur un autre niveau de finition et j'ai plus envie d'utiliser une de ces 2 images que celle-là. Alors maintenant qu'on a un prompt en béton, il faut générer automatiquement par une IA, il faut encore savoir quoi en faire. Donc on a testé plusieurs modèles en se focus particulièrement sur l'édition de site et donc on est tombé évidemment, maintenant du coup c'est ultra connu, à l'époque ça l'était moins, sur Flux qui est en version pro ultra. Il faut un compte GitHub pour l'utiliser et c'est disponible par API. Donc c'est une solution qui est clairement orientée vers les développeurs. Donc c'est parfait pour moi parce que du coup je vais pouvoir automatiser mes trucs sans aucun problème. On tombe à 6 centimes d'euros par image, ce qui est un peu cher par rapport à plein d'autres modèles. Mais par contre, je vais vous montrer des exemples d'images qu'on arrive à faire avec et je pense clairement que ça vaut bien 6 centimes. Donc on a commencé par des personnages de Nae. Là pour moi clairement on est sur un niveau de réalisme et d'utilisation des backgrounds et du lore qui est juste parfaite. On a ce niveau-là de manière consistante. Mais bon, Nae, c'est bien beau, mais il faut aussi qu'on ait une prise dans le monde réel. Donc, on a fait par exemple des images pour un site de chien sur le thème du toilettage, des images sur la manucure pour un site beauté, où là, du coup, ben, on voit bien qu'on est loin des mains à 6 doigts, puisque du coup, on a quand même beaucoup de détails et je vois pas de problème anatomique flagrant sur ces mains-là. Les images avec licence, du coup, c'est réglé aussi. Donc la sortie de Sonic 3 au cinéma, ça n'a pas posé un gros problème. La déco par rapport à Midjourney, on a fait une énorme avancée aussi, puisque Midjourney a tendance à surcharger complètement les images et à vraiment abuser sur la déco, sachant que celle-là, je la trouve déjà un peu marquée en style bohème chic, admettons. Elle est déjà un peu chargée, mais du coup, ça reste un salon relativement crédible. Avec Midjourney, on est vraiment sur des images style démo de qu'est-ce que c'est quand on va trop loin dans un style et que ça devient invivable. On est capable aussi de générer des images en plusieurs volets. Donc ça, c'est une image qui a été faite en plusieurs volets pour l'article, parce que l'article était un truc du style comment adapter les cadeaux qu'on fait à son copain en fonction de la période de l'année. Donc, est-ce que c'est pour un cadeau d'anniversaire, est-ce que c'est un cadeau de Saint-Valentin, ou est-ce que c'est un cadeau de Noël?
Et vu que l'IA n'arrivait pas à trouver un axe particulier à suivre sur cette image, ben, elle s'est dit qu'elle allait faire une image en plusieurs volets, faire une espèce de composition. Et du coup, je trouve pas ça mal. Bon, bah, Sonic 3, du coup, la sortie du film au cinéma, il est allé jusqu'à récupérer la date qu'on lui avait donnée dans le prompt pour le faire. Elle a écrit le nom du film aussi, donc bon, bah, ça passe très bien. Il y a des artefacts de temps en temps qui font qu'il y a des erreurs, des fautes de frappe, des fautes d'orthographe, etc. Mais globalement, ça se passe de mieux en mieux. On a des images d'ambiance pour des sites plutôt sportifs. Là, pareil, il y a des petites fautes d'orthographe à certains endroits. Et bon, c'est pas quand on regarde bien, on voit bien que par exemple tous les supporters sont de la même couleur. Donc il y a un truc qui va pas. Mais très franchement, dans un flux Discover, ça me choque pas de cliquer là-dessus. On a des images du style Secret Santa au bureau, comment faire plaisir à ses collègues pour pas cher. À partir de quel âge est-ce qu'on peut jouer à Zelda? Comment adapter ses lunettes à la forme de son visage? Le prochain jeu Batman? Faire des sushis à la maison? Quel éclairage pour quelle activité? Faire des compotes maison pour faire des cadeaux pas chers? Les bougies parfumées qui permettent de créer une ambiance? Quelle couleur choisir pour son arbre de Noël? Qu'est-ce qu'on offre à un enfant qui adore les dinosaures? Le Black Friday qui commence sur Amazon. Et donc là, j'insiste sur un point, c'est que l'image a été générée telle qu'elle et qu'on ne lui a pas donné de texte à écrire. Mais du coup, il nous a fait une image avec des choses écrites. Et celle-là, elle a ultra bien marché sur Discover. On se tapait du 15 à 18% de taux de clic, je crois. C'était vraiment... on est vraiment content de l'avoir faite. Et après, du coup, la petite cerise sur le gâteau, Carole a eu l'idée de demander à une IA, elle a donné une image à une IA, elle lui a dit décris-moi la personne qui est sur l'image avec le plus de détails possible, et elle a insisté plusieurs fois, je crois que c'était avec Claude, elle a insisté plusieurs fois en lui disant fais-moi vraiment, donne plus de détails, décris-moi mieux la personne, dis-moi mieux à quoi ressemble la personne, parle des couleurs, etc. Et donc elle est tombée sur une espèce d'avatar qu'elle arrive à reproduire en donnant le prompt entier à Replicate pour faire des photos où elle tend des cadeaux, où elle sourit, où elle se brosse les dents, et d'une personne qui globalement lui ressemble, et c'est un peu son avatar numérique. Bon, moi je vais faire pareil, je vais enlever quelques kilos de gras et ajouter un peu de muscle et noircir la barbe, et puis on sera bon, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si on peut vous aider à quelque chose, que ça soit sur des images, du texte ou sur autre chose, vos process en interne ou du développement custom, etc., n'hésitez pas à nous appeler, on est dispo et ça sera avec un grand plaisir. Et si vous voulez nous rendre service, abonnez-vous et laissez un like et un commentaire pour nous dire ce que vous aimez ou pas dans les vidéos qu'on fait. Est-ce que vous voulez plus de détails? Est-ce que vous voulez plus de techniques? Est-ce que vous en voulez moins? Est-ce que c'est trop court, trop long? N'hésitez pas à nous reprendre un peu et montrez-nous si ça vous plaît en laissant des likes et des commentaires. C'est super important, notamment pour moi, parce que je suis très loin de ma zone de confort et chaque petite goutte de dopamine est importante. Merci beaucoup, à bientôt.